Nous sommes le 17 janvier 1991 et le monde entier retient son souffle. C'est les débuts de l'opération Tempête du désert. Une armada comprise d'énormément de matériel occidental s'apprête à rentrer et à frapper l'Irak, une des plus grosses armées de son temps, avec d'ailleurs beaucoup de matériel français, en son cœur, directement sur Bagdad. Ce que l'on sait beaucoup moins, ce qui a beaucoup moins été mis en avant par les historiens, mais également par les pilotes, principalement d'avions, eh bien, c'est que l'attaque initiale n'a pas été rendue possible grâce à des forces spéciales, à des pilotes de chasse, à des pilotes de bombardement. L'attaque initiale, la création d'un corridor de 35 km de large, a été rendue possible par les tout premiers aéronefs qui ont ouvert le feu cette nuit-là, et c'est les hélicoptères. Or, les Apaches, à l'époque de l'armée de terre de l'armée américaine, ne pouvaient pas naviguer de nuit avec précision dans le désert. Il a fallu monter une task force avec d'un côté des CH-53 de l'US Air Force, avec des très bonnes capacités de navigation, et de l'autre, des hélicoptères spécialement modifiés pour avoir l'allonge nécessaire pour rentrer en profondeur dans le territoire irakien et être les premiers aéronefs à ouvrir le feu, ouvrant ainsi la voie pour des vagues successives de bombardiers et d'avions de combat. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur l'histoire de cette Task Force Normandie. Et pour le Normand que je suis, eh bien, ça fait plaisir qu'ils aient choisi ce nom-là. Allez, jingle. Roger ball. Et aujourd'hui, notre partenaire, c'est Enlisted. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. C'est le 17 janvier 91 à 2h38 du matin que le lieutenant Tom Dew annonce Party in 10, début de la partie de la soirée dans 10 secondes. Et à ce moment-là, les 8 Apaches se sont coordonnés pour ouvrir le feu avec leurs missiles Hellfire et commencer à taper le centre de détection aérienne, les deux centres pour être précis de détection aérienne de manière coordonnée et rendre ainsi aveugle toute la surveillance aérienne irakienne entre Bagdad et la frontière de l'Arabie Saoudite. Pour se frayer un chemin en territoire ennemi, l'Apache à cette époque-là n'avait pas de guidage GPS. Et c'est donc grâce à des MH-53J de l'Air Force, les E-Pavelo 3, équipés de capacités de suivi de terrain mais également de navigation inertielle et GPS opérés par le 20e Special Operations Squadron, que cette mission a non seulement été possible, mais en plus a été couronnée de succès. L'objectif, l'état final recherché, était donc de manière simultanée de rendre aveugles les défenses irakiennes. Il fallait détruire 2 sites radars à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire. En faisant ça, cela ouvrirait une autoroute vers Bagdad qui pourrait être empruntée par des avions conventionnels, mais également les avions furtifs. L'objectif étant toujours d'augmenter la survivabilité de ces aéronefs-là et donc d'empêcher la chasse adverse de décoller. Et malheureusement pour les Alliés, nous verrons quand même que certains avions irakiens vont décoller et notamment un F-18 de la Navy va être abattu par un MiG-25 dans les premières heures du conflit. Comme je le mentionnais dans l'introduction, notre partenaire aujourd'hui c'est un jeu, c'est Enlisted. Et c'est un jeu qui est basé sur le travail d'équipe, un first person shooter. Alors vous êtes à l'intérieur du personnage et vos coéquipiers, ils sont gérés par l'intelligence artificielle. Et du coup, vous pouvez combattre contre des collègues ou contre d'autres vrais joueurs ou l'informatique. Vous allez vous retrouver avec votre équipe à devoir mener de véritables batailles qui ont existé durant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez choisir votre camp, que ce soit américain, allemand ou soviétique, et à chaque fois, vous aurez le panel d'armement associé à votre nation. Donc vous pourrez utiliser plus de 400 armements différents, du Stuka, du Panzer. Vous pourrez les piloter directement depuis votre PC ou votre console de jeu. En travaillant avec votre escouade, votre équipe, vous allez devoir choisir, en fonction des capacités de chacun, les points forts, les points faibles, il y aura des décisions à prendre. Et forcément, c'est votre responsabilité d'atteindre l'état final recherché, de réussir la mission. Et si vous avez déjà joué
Enlisted, eh bien c'est l'occasion de le redécouvrir car il y a eu une énorme mise à jour. Et désormais, vous avez des arbres de recherche, de nouveaux armements, et ils ont pris en compte les retours des utilisateurs, les retours d'expérience. Résultat, le jeu a atteint un nouveau niveau de vol. En ce moment, il n'y a jamais eu de meilleur moment que de redécouvrir la Seconde Guerre mondiale. Alors n'hésitez pas à vous engager, c'est fictif, je vous rassure. Comment faire? Vous cliquez sur le lien juste en dessous dans les commentaires épinglés et en plus ça va vous donner un bonus qui est limité dans le temps. Vous allez obtenir 4000 pièces d'or et en plus vous pourrez choisir si c'est un bonus américain, russe, japonais ou allemand. Vous aurez droit à des armes spécifiques fonction de la nationalité du bonus que vous choisissez et à 3 jours de compte premium pour découvrir le jeu sous toutes ses facettes. Alors peut-être qu'on va se croiser dans la partie, parce que perso j'aime bien y passer de temps en temps. Et moi la partie que je préfère c'est le degré de réalisme au niveau des impacts. Si vous touchez un char, si vous touchez un véhicule, ce dernier va avoir des dégâts fonction de la qualité de votre tir. Et bah oui, bon chasseur, mauvais chasseur. Alors que ce soit pour PC, Xbox, PlayStation, n'hésitez pas, c'est juste en dessous que ça se passe. Allez-y, créez votre compte. Toujours est-il, la grosse contrainte, eh bien, c'est de timer la destruction de ces sites de surveillance avec la pénétration des EF-111A à Raven qui doivent faire la guerre électronique et le nettoyage devant les F-117A. Pour ce faire, l'équipe est extrêmement bien sélectionnée. Vous avez le lieutenant-colonel Dick Cody qui deviendra Vice-Chief of Staff, donc numéro 2 de son armée, et le lieutenant-colonel Rich Cormer qui lui va leader la partie Air Force. L'armée met en œuvre les Apaches, hélicoptères d'attaque, et l'armée de l'air, les E-Pavlo 3. La préparation remonte à plusieurs mois en amont. La mise en place sur le terrain de Al Jouf en Arabie Saoudite, très proche de la frontière, à 3 jours en amont, le 14 janvier 91. Et après avoir planifié 3 équipes, c'est au final 2 équipes, l'équipe blanche et l'équipe rouge, qui part 12 minutes après, qui vont décoller pour aller taper les 2 sites à 70 nautiques d'écart, environ 150 km d'écart. L'idée est simple. Les Pavlo, les hélicoptères de l'Air Force vont pénétrer en premier et faire la navigation. Les Apaches vont les suivre à quelques mètres au-dessus du sol. À une trentaine de nautiques des cibles, il y aura point de séparation. Les Pavlo vont marquer un point de repère grâce à des systèmes que l'on ne peut voir que grâce aux jumelles de vision nocturne, ce qui permettra aux Apaches de recaler leur centrale et ensuite eh bien, de pouvoir naviguer de manière autonome jusqu'à la cible qu'il faudra traiter. C'est donc 2 heures de vol à en moyenne 15 mètres sol, 2 nuits sans lune qu'il va falloir réaliser. Alors il y a différentes problématiques dès la planification. La première, c'est le pétrole pour les Apaches. Les Apaches n'ont pas assez de pétrole pour aller jusqu'au point de combat et revenir. Il va donc falloir bricoler, faire du bricolage, retirer certains missiles des Apaches et remplacer d'un côté eh bien, les missiles par du pétrole. Ça va leur permettre de faire environ 700 km de plus en territoire ennemi, même si c'est au prix d'un décollage 700 km au-dessus normalement de la masse maximum autorisée au combat. Mais pour mieux comprendre tout ça, je vous propose eh bien, qu'on s'intéresse un petit peu aux différents aéronefs. D'abord, la partie Air Force, vous avez le MH-53 Pavlo. Il a été utilisé dans l'Air Force sous différentes versions entre octobre 1964 et 2008. Sa mise en service opérationnel, vraiment, c'est 1972, donc c'est un aéronef qui à ce moment-là a une vingtaine d'années. Il a 2 moteurs de 4330 chevaux, donc c'est de l'hélicoptère très lourd, 6 pales, 14 tonnes à vide, 21 tonnes, donc un masse maximum, c'est quasiment l'équivalent d'un Rafale Marine. Il est réfléchi pour faire du CSAR, du Combat Search and Rescue, de la RESCO, Recherche et Sauvetage de Combat, et également pour aller déposer ou récupérer des forces spéciales en profondeur, en territoire ennemi. Son objectif à cet hélicoptère, il a été réfléchi, pensé pour pénétrer de manière discrète en profondeur sans se faire détecter. Il a été réfléchi depuis le HH-53 et on l'appelle le Super Jolly Green Giant, qui est un hommage à l'hélicoptère qu'il a remplacé, qui faisait toute cette RESCO lors de la guerre du Vietnam. Il est mis en œuvre par les 20e escadrons des opérations spéciales, une unité créée lors de la Seconde Guerre mondiale, qui après, à partir de 1956, ont fait l'hélicoptère en H-21 Workhorses. Ensuite, derrière, du CH-3, et qui ont commencé à faire de la guerre non conventionnelle dès 1965 au Vietnam, avant d'utiliser dès 1967 également des UH-1. C'est en 1976 que le 20e SOS s'est retrouvé équipé de H-53, et ils ont marqué les esprits, notamment en faisant la récupération d'un pilote de F-14 éjecté, qui leur a valu le trophée Mackay. On en reparlera sur la chaîne, parce que oui, le F-14 a déjà été abattu,
et en plus par un système solaire de vieille génération, le SA2, et j'en dis pas plus. Aujourd'hui, c'est un MH53J, il y en a 41 qui ont été fabriqués, c'est vraiment fait réfléchi pour faire de la mauvaise météo ou faire du vol de nuit. C'est gros, c'est costaud, ça a un radar pour faire le suivi de terrain, ça a un imageur infrarouge, ça a une centrale inertielle, ça a du GPS. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80-90, ça peut prendre 38 soldats si besoin, ou 9 tonnes à 260 km/h. C'est apte à être ravitaillé en vol et donc à travailler derrière par exemple un C-130 et vraiment pénétrer en profondeur. Ces hélicoptères-là, ils sont basés normalement en Floride, à Hurlburt Field, et ils ont participé, il y a 2 ans, à l'invasion du Panama. Ils ont fait 193 sorties lors de cette invasion du Panama, et sinon, leur domaine de spécialité, ça va être, comme on disait, la recherche et sauvetage de combat. Plus tard, ils iront récupérer des pilotes de F-117 ou même des pilotes de F-16 éjectés au Kosovo. Derrière, une version nouvelle arrivera, la modification 4, mais là, vous l'aurez compris, c'est donc la crème de la crème niveau technologique qui s'apprête à l'idée la navigation. Juste derrière, en équipier, c'est le Boeing AH-64 Apache. On dit Boeing, mais ça a commencé initialement avec Hughes et après avec McDonnell Douglas. On est sur un aéronef qui a commencé dans les années 70, vraiment opérationnel en 86. Il a remplacé le AH-1 Cobra. Donc après le Cobra, l'Apache. Plus de 2400 ont été fabriqués. La Grèce, le Japon, Israël, Singapour, les Émirats Arabes Unis, bref, une multitude de pays ont acheté ce matériel extrêmement connu. La Pologne vient d'en recommander. Vous avez les Apaches ont connu le combat au Panama, dans le Golfe, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak. Ça a 2 moteurs, alors fonction des versions, entre 1700 et 2100 chevaux. 1 tonne 100 de blindage quand même pour protéger son équipage. Un pilote et un tireur, ça peut encaisser des coups de 23 mm, ça monte jusqu'à 21 000 pieds, les hélicoptères montent moins haut, leur plafond est moins élevé que les aéronefs, et ça tire avec son M230E1 des obus de 30 mm. Mais pas que, là ils vont être équipés en 30 mm, mais également en roquettes non guidées Hydra 70, qui sont des roquettes qui valent à peu près 2800 $ pièce, qui ont une portée entre 8 km et 11 km, 4 à 6 kg pièce pour 1 à 2 kg de charge militaire à chaque fois. Roquettes qui maintenant existent également en version guidée, mais à l'époque ce n'était pas le cas. À l'époque, pour faire du guidé, c'était l'AGM 114 de Hellfire qui est tiré depuis les drones, qui existe depuis 1984. Là on est quand même sur du 150 000 $ pièce, 49 kg pour cette roquette guidée, si je puis dire. Une portée entre 500 mètres et 11 km, c'est supersonique, Mach 1.3, et quand même 9 kg de charge militaire. Pour vous donner une idée, en 2012, l'armée américaine en a commandé 24 000 de plus. Donc le Hellfire, c'est quelque chose de très utilisé sur les champs de bataille quand vous voulez taper un véhicule ou un bâtiment peu ou faiblement défendu, voire peu blindé. Donc après s'être longuement préparé, avoir fait une multitude de missions d'entraînement, ils ont quand même fait 6 mission de practice live, c'est-à-dire qu'ils ont recréé toute la mission 6 fois, ils l'ont volé pour essayer d'affiner les petites problématiques, voir au niveau des étagements de nuit, voir où étaient les pièges, s'assurer qu'ils auraient la portée suffisante pour aller faire la mission, réfléchir à tous les what if. C'est pour ça qu'il y avait 12 hélicoptères en tout prévus, 2 MH53, 8 Apache, mais également des Speer. Tout doit être réfléchi. Les Speer ont pénétré également avec eux en territoire ennemi. Pour ce qui est du tir, 3 étapes. La première étape, après le Party in 10, c'était le tir de Hellfire. 47 Hellfire qui ont été tirés de manière synchronisée sur les 2 cibles. Vous pouvez le voir sur ces images-là. La précision des optiques à cette époque-là n'était pas exceptionnelle, donc ça demandait beaucoup de préparation. Une fois que les Hellfire ont fait but, les 8 hélicoptères Apache se rapprochent. Une fois qu'ils sont à portée, ils ouvrent le feu avec 100 roquettes de 70 mm. Une fois que toutes les roquettes ont été tirées, il y a quand même des explosions secondaires, ils se rapprochent, et là ce sont des milliers d'obus de 30 mm qui sont tirés pour finir, bien sûr on peut dire presque de vitrifier la zone, de s'assurer que l'objectif militaire, qui est la destruction totale de ces 2 centre de surveillance soit atteint. Derrière, demi-tour gauche, annonce radio comme quoi la mission a été bien réussie, ce qui permet à toutes les centaines d'avions, plus de 800 avions qui étaient en attente, eh bien de pusher, de continuer d'avancer, d'aller vers Bagdad et de lancer
les opérations, les frappes chirurgicales sur les différents sites militaires. Les témoignages des pilotes des hélicoptères sont que 5 minutes après avoir effectué leur frappe, ils voient, grâce à leurs jumelles de vision nocturne, comme sur une autoroute, tous les avions de chasse qui sont en train de rentrer, de pénétrer pour aller faire du bombardement en Irak, bombardement ou de la protection, car il y avait à ce moment-là des strikers, des avions qui vont attaquer, des avions qui font la SID, tout ce qui est tir pour protéger contre les sites solaires, des avions de guerre électronique, mais également des avions de sweep, de protection aérienne. Au final, ce que je voulais faire avec cette vidéo, eh bien, c'est reparler un petit peu de ces fameuses voilures tournantes, ces hélicoptères, car tout le monde connaît Première guerre du Golfe, tout le monde sait qu'il y a eu énormément de frappes de précision, mais c'est très peu connu que ces frappes chirurgicales ont été rendues possibles grâce à la pénétration à très basse altitude, dans des conditions très complexes, d'hélicoptères qui ont réussi à atteindre leur mission sans aucune perte. Bombs on time, on target, zéro loss comme on dit, et je pense que ça méritait d'être reconnu et partagé. Ça nous montre également que malgré la présence d'avions furtifs comme le F-117 ou le B-2, parfois, faire de la pénétration basse altitude en suivi de terrain vous permet d'atteindre l'état final recherché. Et c'est notamment cette philosophie-là que Dassault poursuit, que la France poursuit, à mettre en place un Rafale qui n'est pas un avion furtif, surtout lorsqu'il est équipé pour faire du bombardement avec des choses sous les ailes. Forcément, ça va créer de la SER, de la surface équivalente à radar. On vous voit au radar, mais le Rafale a d'excellentes capacités de pénétration tout en basse altitude, avec le suivi de terrain, qu'il soit radar, qu'il soit fichier ou d'autres systèmes qui existent, qui va vous permettre, quelle que soit la météo, de jour comme de nuit, de vous coller au plus près du sol, du relief, et de rentrer en profondeur en territoire ennemi, en vous masquant dans le relief, ou en étant tellement collé au sol que les systèmes solaires ne peuvent pas vous engager, vous passez en dessous. La contrepartie, et on l'a vu dans le cas des Apaches, c'est votre autonomie. Il faut donc prendre des bidons, rajouter des bidons partout. On n'a jamais assez de pétrole dans un aéronef de combat, mais ça permet de pénétrer en territoire ennemi et d'aller le frapper au plus profond et gêner son centre de contrôle, son centre de commandement, même sans furtivité. Et encore une fois, merci à Unlisted d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça nous permet de faire grandir la chaîne, ça nous a permis de recruter, de créer des emplois en France. Et n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous pour jouer gratuitement et avoir le bonus de la nation que vous préférez. Alors PC, Xbox, PlayStation, c'est parti pour refaire la Seconde Guerre mondiale dans les prochains jours. Profitez-en de suite, c'est à durée limitée. Allez, game safe.